voit et on voit le La topo. slide? C'est Ouais, parfait. c'est bon. Ouais, merci. Donc, Merci. désolée pour ce contretemps et les aléas du direct et de la technologie. Je m'appelle Karine Lubré, je suis anesthésiste réanimateur donc au CHU de Bordeaux et je suis en charge du programme de transplantation cardiaque adulte et pédiatrique et notamment pour les cardiopathies congénitales. Donc, on va faire un petit focus au niveau historique. À savoir que donc, la première transplantation cardiaque a eu lieu donc, en Afrique du Sud par le professeur Chris Bernard le 3 décembre 1967 et que peu de temps après, donc 3 jours après, ça a été la première aux États-Unis. Et juste pour la petite histoire, ben, cette première transplantation américaine a été faite donc sur un nouveau-né. La transplantation cardiaque pédiatrique a été d'actualité dès le début. Et pour faire le petit focus sur le côté européen et français, en avril 68, le 27, première transplantation cardiaque faite à la Pitié par le professeur Cabrol. Ça a commencé tôt, donc vous avez vu avant les années 70, mais avec quand même beaucoup d'échecs, puisque les patients survivaient peu en post-opératoire, notamment puisqu'on n'avait pas encore découvert tout ce qui était le côté immunologique. Et cette transplantation a repris un essor au niveau des années 80 à la découverte de la cyclosporine qui a fait en sorte que les patients ont survécu à cette transplantation et plus de centres se sont intéressés à cette discipline. En France, la première transplantation cardiaque pédiatrique a eu lieu en 87 à la ENEC sur un petit qui avait un hypo-VG. Donc ça, c'est le côté historique, culture générale. Et en fait, actuellement, ça reste quand même un traitement à part et entier de la prise en charge de l'insuffisance cardiaque avancée chez l'enfant. On va troquer une maladie qui est mortelle, très invalidante, avec une maladie chronique à vie, avec une meilleure qualité de vie pour nos enfants. Donc, euh, mais en contrepartie, et puis au niveau national, que ça soit au niveau adulte et pédiatrique, on doit faire face à une pénurie de greffons qui font qu'on a des périodes d'attente sur liste d'attente qui sont prolongées, avec souvent la nécessité d'avoir recours aux assistances circulatoires type ECMO ou ventriculaires de plus long terme, telles que le Berlinart, pour permettre cette attente pour avoir une récupération en fait des organes dysfonctionnants au niveau de l'enfant, que ça soit rénal ou hépatique, et puis permettre un bilan neurologique, une bonne récupération musculaire. Donc sur les chiffres, alors je suis désolée, je vois pas tout à fait mon hop, mmh, hop, voilà. Sur cette diapositive, c'était pour vous montrer l'évolution sur ces dernières années. C'est les derniers chiffres au niveau de l'Agence de la biomédecine, de la transplantation cardiaque pédiatrique. Vous voyez que la liste d'attente, elle existe. On a en moyenne une trentaine de patients qui attendent entre ceux qui sont encore présents sur la liste d'attente au 1er janvier et les nouveaux inscrits. On a aux alentours de 35 à 37 patients par an qui attendent donc un greffon avec un nombre de greffes pédiatriques qui est variable dans le temps et en fonction de l'âge, on va le voir, avec cette pénurie qui est aussi dynamique. Cette pénurie dynamique, c'est-à-dire à un moment donné, on peut avoir un donneur, mais pas avoir le receveur correspondant par des critères soit de groupe, de morphologie et d'âge. Ah, ça y est, j'ai tout raté, je ne peux plus bouger. On va faire par là. Voilà, excusez-moi. Les particularités dans la transplantation cardiaque pédiatrique, et de la cardiopathie congénitale, c'est qu'on a un panel de poids et d'âge, donc on va du nouveau-né, à 18 ans, qu'on a des cardiopathies congénitales qui peuvent être complexes ou simplement des myocardiopathies dilatées, avec une prise en charge préopératoire des patients ayant déjà eu des cardiopathies congénitales et des interventions qui peuvent être complexes parce que ces patients ont été multi-opérés. Une autre particularité qu'on a qui est plus marquée chez les petits que chez les grands, c'est cette adéquation donneur-receveur, taille et poids. Donc en France, actuellement, il y a 6 centres qui ont l'autorisation officielle de pratiquer ces transplantations cardiaques pédiatriques. Mais il faut savoir que les ados peuvent être greffés dans des centres qui sont non agréés parce que en fait, la technique ne diffère pas vraiment
de l'adulte, que leur poids est proche de ceux des adultes, ce qui permet donc, la transplantation possible et c'est comme ça qu'en fait, en 2022, il y a eu 13 centres qui ont pu réaliser des greffes cardiaques pédiatriques, donc 6 officiels et 7 supplémentaires et ça fait donc, en répartition quand même, la transplantation cardiaque pédiatrique est essentiellement due, est faite au niveau des centres autorisés à hauteur de 69. Donc, sur cette diapositive, vous voyez donc les différents centres, qui ont pu, donc, en 2021 réaliser des, transplantations cardiaques, pédiatriques avec, la répartition entre centres officiellement pédiatriques et ceux qui ont bénéficié d'une autorisation avec une dérogation. Donc voilà, la répartition donc au niveau de la carte, de la France avec donc, à Paris 3 centres autorisés avec, l'HEGP, Necker et Marie-Lalongue. Puis après dans le reste du territoire, ça se partage entre Nantes, Lyon, Marseille et Bordeaux. Donc, les critères d'inscription sur la liste, vont être standards par rapport aux adultes avec, donc, une insuffisance cardiaque sévère, avancée, n réfractaire malgré un traitement, médical optimal. Une mesure de VO2 max quand elle est possible chez les petits avec, les mêmes critères, connus. Mais surtout ce qui va être, particulier donc chez nous, ça va être, la nécessité d'un support inotrope continu, un patient donc, sous assistance circulatoire type ECMO, tout ce qui est cardiopathie, non opérable qui vont donc, pouvoir motiver une inscription sur liste d'attente. La détérioration progressive de la fonction ventriculaire et le statut fonctionnel de l'enfant. On va avoir un enfant qui va être de plus en plus fatigué, qui ne sera plus du tout en mesure de suivre sa scolarité et là, en fait, ça rentre dans le critère donc, d'une indication à la transplantation. Ensuite, tout ce qui est arythmie maligne, l'HTAP, donc sur défaillance cardiaque à condition qu'elle soit compatible avec la transplantation. On va revoir ça au niveau des contre-indications. Donc, les DCPT défaillantes et puis donc comme je vous ai dit dans le statut fonctionnel, il y a aussi, un critère qui est quand même majeur, c'est le retard saturo-pondéral secondaire à l'insuffisance cardiaque, qui nécessite donc, une prise en charge de ce patient. Donc les indications se répartissent entre les cardiopathies dilatées en fonction des années, donc là je vous ai mis les fourchettes entre 33 et 65. Puis donc les cardiopathies congénitales, hein, pas c'est pas la majorité, hein, c'est les cardiopathies dilatées quand même qui ont la place, la plus importante, donc 8 à 25 et parmi ces candidats donc 3 à 12 ont déjà bénéficié donc d'une chirurgie thoracique. Arrivent donc en troisième position les cardiopathies hypertrophiques et restrictives, entre 4 et 20 et on commence à voir donc des retransplantations, mais c'est, ce qui reste quand même relativement rare pour le moment. Donc on va faire un peu le point sur les différentes pathologies donc né qui peuvent, nécessiter donc l'indication d'une transplantation cardiaque. Donc la première, je vous ai dit que c'était, la myocardiopathie dilatée, mais avant toute décision d'inscription sur liste, il faut vraiment réaliser un bilan exhaustif afin d'éliminer une cause curable comme donc un déficit en carotine. Il suffit qu'on qu'on comble, qu'on traite cette carence pour pouvoir donc sortir du tableau d'insuffisance cardiaque. Donc concernant donc, les myocardiques, il y a quand même 30 à 35 de récupération, donc faut vraiment être, précautionneux et faire vraiment ces bilans étiologiques exhaustifs. Donc l'indication de greffe sera retenue lorsqu'on aura un retentissement important donc sur l'état, fonctionnel de l'enfant, la courbe saturo-pondérale et sa capacité d'alimentation, notamment pour les plus petits, hein. Je vous rappelle que comme on le sait tous, ben, prendre un biberon, c'est un effort physique et ça peut être compliqué chez les petits. Donc, quand l'enfant n'est plus capable de s'alimenter correctement, il faut peut-être songer donc, à l'indication donc, et d'un projet de transplantation cardiaque. L'état de l'enfant entre 2 hospitalisations, avec, un état, congestif, qui persiste sont aussi également des indications, d'envisager ce projet thérapeutique. Donc, les myocardiopathies restrictives, donc ça, ce sont des maladies rares qui sont peu accessibles au traitement, donc avec des risques donc, d'HTAP et de complications thromboemboliques qui sont importantes et donc de mort subite également et on sait que le taux de mortalité à 3 ans reste assez élevé. Donc il faut pouvoir inscrire ces patients précocement avant l'apparition donc des poussées d'insuffisance cardiaque droite et d'acite, d'HTAP, qui sont donc, qui est initialement post-capillaire et qui, évolue donc vers un côté irréversible qui contre-indiquerait donc en ce cas-là la transplantation cœur seul et nous obligerait à avoir un projet de transplantation cœur-poumon.
La cardiopathie hypertrophique, donc là, c'est, plus délicat chez ces patients qui sont, qui ont peu de symptômes. Donc, les critères seront donc les antécédents de mort subite dans la famille et l'apparition de troubles du rythme ventriculaire récidivants sévères avec la nécessité de la mise en place d'un DAI. Concernant les cardiopathies congénitales, donc, vous voyez qu'en France, on l'a vu sur la diapositive, précédente sur les différentes, indications de transplantation, ça représente 22 en moyenne, des, transplantations pédiatriques, ce qui est pas le cas au niveau du registre international, notamment américain, où, les cardiopathies congénitales représentent 57 à 60 des cas de transplantation. On voit que ça varie en fonction de l'âge, donc, avec 66 entre, pour les moins de 1 an, 53 pour les 10-11 ans et 27 pour les 11-18 ans. Donc là, je vous ai énuméré les différentes causes qu'on a déjà vues, donc tout ce qui est dysfonction de VU, abscie, les VD donc dépendants de la circulation, coronaire, hypo-VG et cetera. Les contre-indications donc sont rares, mais il faut les chercher. Donc tout ce qui est donc résistance vasculaire pulmonaire fixée supérieure à 8 unités Wood restera donc une contre-indication à la transplantation cœur seul. Là, il faut changer de stratégie et passer à un cœur-poumon. Ensuite, donc, les atteintes, les dysfonctions d'organes sévères comme reins, poumons et foie, donc, restent des contre-indications et c'est pour ça qu'il est important de bien les évaluer. Les néoplasies évolutives, donc c'est quand même plus rare, mais on a des cas de sarcome chez les petits où, ben, là, il faut expliquer, aux parents qu'avec une méta, cardiaque, d'un sarcome et ben, non, on va pas pouvoir, transplanter cet enfant. Les troubles psychiatriques graves qui sont quand même difficiles à diagnostiquer chez nous, mais qu'on peut voir. Et surtout, donc, ce qui va être important, c'est l'évaluation du contexte social et familial de l'enfant, parce qu'il va falloir optimiser les choses afin d'assurer un bon suivi post-greffe et une bonne compliance et de l'enfant et de la famille. Donc, le bilan pré-greffe, il va être assez large. Donc, l'objectif premier, mais je vous ai dit elles sont rares, c'est d'éliminer une contre-indication formelle à la greffe, mais ça surtout, ça sera de préparer le périopératoire de la transplantation et le suivi. Donc, l'évaluation des dysfonctions d'organes, on l'a déjà vu, le foie, le rein, le bilan, phospholipide chez ces enfants qui ont donc des troubles de la croissance, un bilan thyroïdien, le bilan lipidique, la glycémie à jeun, afin donc de dépister donc des troubles de la glycémie. On sait que nos traitements immunosuppresseurs, notamment le tacrolimus, peut être déclenché des diabètes, donc ça permet quand même d'optimiser les choses et d'anticiper un peu les choses. Donc un bilan sanguin complet au niveau de la NUM pour voir le bilan d'hémostase et évidemment le groupe ABO puisqu'on va faire une transplantation groupe compatible avec Rhesus Rail pour tout ce qui est transfusion, le typage HLA pour optimiser au mieux la compatibilité tissulaire et une recherche d'anticorps anti-HLA. Je vous rappelle que les anticorps anti-HLA sont des causes de rejet humoraux. Chez nos enfants qui ont déjà été opérés et transfusés de multiples fois, donc ce sont des facteurs de risque d'immunisation, donc de développer des anticorps anti-HLA qui donc réduiraient pour nous donc le choix des greffons avec un risque de rejet humoraux non négligeable. Donc c'est vraiment important de faire cette recherche d'anticorps anti-HLA pour après éventuellement partir sur des programmes de désimmunisation pour permettre donc une accessibilité aux greffons. Au niveau sérologie, donc évidemment, donc le but étant de les protéger au plus avant la transplantation, donc CMV, EBV, tout ce qui est herpès virus. Donc l'aurore varicelle, donc important de connaître ce statut sérologique avant la greffe. Je vous rappelle que ce sont des vaccins qui sont donc vivants atténués, donc on ne pourra pas les faire en post-transplantation. Donc il faut vraiment mettre à jour et optimiser donc les défenses antivirales chez nos patients et donc pouvoir donc essayer de mettre à jour ce calendrier vaccinal de l'enfant, de la fratrie et des parents, puisque ça ne sera pas le moment de le faire en post-greffe, donc d'un enfant transplanté cardiaque avec finalement des parents qui ne sont pas protégés contre la rubéole, faire le virus, faire le vaccin alors que les parents sont à proximité d'un enfant transplanté, c'est un risque de transmission de la maladie chez lui. Donc il faut vraiment anticiper tout ça au niveau donc infectieux. Donc il y aura une exploration respiratoire,
On va chercher des foyers infectieux profonds ou néoplasiques, et en fonction des habitudes des centres, ça soit par échographie ou scanner corps entier. Donc je vous ai dit une évaluation psychologique, et puis de la scolarité afin de pouvoir donc maintenir le plus longtemps possible les futurs candidats à l'école et préparer donc la reprise de l'école en post-transplantation. Sur cette diapositive, en fait, vous voyez la courbe de survie au niveau pédiatrique, post-transplantation, et vous voyez qu'en fait, on reste au-dessus de 80 de mortalité, dans la première année. Les plus compliqués, ceux qui sont les plus fragiles, restent les 3 à 5 ans, avec des patients qui sont souvent dans cette tranche de population, c'est des cardiopathies congénitales complexes qui ont déjà été opérées, donc le péri-opératoire est plus compliqué avec un surrisque de mortalité. En revanche, heu, à plus long terme, vous voyez que la courbe violette, des ados, heu est un peu plus basse que les autres, puisqu'on va être confronté en fait, chez cette population à des, troubles de l'observance, lorsqu'ils vont faire leur crise d'adolescence avec des ruptures de soins, qui peuvent donc, favoriser donc, les épisodes de rejet et le décès du patient. Alors cette diapositive, je l'aime bien parce que donc, ça nous montre qu'au fur et à mesure donc, des périodes et du temps, ben, nous nous sommes améliorés dans la survie post-transplantation de la greffe cardiaque pédiatrique. Donc cette greffe cardiaque pédiatrique, elle a tout son sens, hein, ça marche avec donc des survies, vous voyez donc, entre 85 et 2002, on est passé de 70 à pratiquement 95 de survie donc, en début de mois avec, après bon des courbes qui restent parallèles, mais voilà, la période la plus compliquée, là, quand même, la période périopératoire et la première année et on s'est nettement amélioré sur, grâce aux techniques d'assistance circulatoire, des prises en charge médicales, des traitements, de l'insuffisance cardiaque. Voilà, c'est la même diapositive, pour vous montrer que, ben, voilà, donc en la période de 2012-2020 et ben, la survie à 5 ans post-transplantation reste quand même excellente. On est à plus de 80 de survie. Sur cette diapositive, je voulais vous faire un petit focus au niveau, des indications, de la transplantation cardiaque pédiatrique au niveau international et vous voyez que c'est pas du tout comme, la situation française, hein. Si vous vous souvenez de la diapositive, nous, notre première cause, c'est quand même les cardiopathies, dilatées, alors que donc, dans le reste, de la planète, ça reste donc les cardiopathies congénitales avec certes, en fon avec l'évolution dans le temps, une tendance à la diminution, mais ça reste quand même une des premières causes, ce qui fait notre particularité, nous, en France, par rapport, aux registres internationaux. Ce petit, focus pour vous dire, eh ben, voilà, quel que soit donc, l'endroit et là sur le registre international, c'est pareil, il y a une pénurie de greffons qui fait que 25 des patients, en attente de transplantation cardiaque pédiatrique ont eu affaire donc à recours à des supports mécaniques, donc soit ECMO, soit, Berliner Heart, bon, assistance monoventriculaire, de manière, non négligeable et que cette, évolution donc a quand même changé dans le temps. On voit que, l'ECMO baisse au niveau de l'assistance, au profit donc, de l'assistance monoventriculaire gauche ou bi en fonction de la pathologie, hein, peu importe. Mais c'est surtout qu'un enfant sous Berlin va pouvoir être réveillé, va pouvoir donc se nourrir. On va pouvoir l'optimiser donc au niveau des dysfonctions d'organes périphériques et au niveau musculaire, ce qui ne sera pas le cas d'un enfant sous ECMO qui sera la plupart du temps sous sédation pour pouvoir donc tolérer l'assistance. Donc cela explique le fait, que les assistances de courte durée donc ont perdu un peu de leur place pour, des assistances plus fiables et plus longues, où on peut vraiment réhabiliter, l'enfant. Là, c'est la courbe donc internationale donc de survie post-transplantation qui est un peu, parallèle à la nôtre. Donc juste là, une fois que donc juste pour, sur la diapositive, précédente, on voit que voilà la première année, la survie donc des moins de 1 an puisque c'est plus compliqué est, la plus mauvaise. Mais si on élimine donc,
la mortalité périopératoire immédiate, on voit que la courbe de survie des plus jeunes est la meilleure et que comme en France, celle des ados, reste la plus mauvaise, surtout donc, dans la période de rupture qu'ils peuvent rencontrer avec, une mauvaise observance du traitement immunosuppresseur. Sur cette diapositive, on voit que les patients donc qui ont déjà bénéficié de chirurgie, dans le cadre de leur cardiopathie congénitale ont une survie la première année qui est moins bonne puisque c'est une con ça sera une transplantation qui sera plus compliquée. On aura affaire à des enfants qui sont redux, tridux, quadridux, alors qu'une myocardiopathie dilatée, ben, ça sera un thorax vierge avec, des suites, post-opératoires plus simples. Donc la première année, il y a beaucoup de casse pour, la cardiopathie congénitale alors qu'après, vous voyez que ces courbes restent parallèles avec, une survie qui est identique une fois qu'on a passé, l'épreuve de la première année. Sur cette diapositive, pareil, donc les cardiomyopathies dilatées ont une meilleure survie que, les cardiopathies, congénitales qui ont, elles, au long terme, une meilleure survie que les retransplantations. Donc, la différence au début de la première année, hein, je vous ai dit, hein, ben, c'est ces reprises chirurgicales. Et à long terme, les retransplantations par rapport au reste, c'est que c'est des patients qui ont déjà perdu leur greffon, qui ont donc, été plus dans un contexte de rejet chronique, et de rejets humoraux. Donc à long terme, ils seront plus sujets à refaire des rejets et à perdre leur greffon et à mourir. Donc, sur cette diapositive, c'était pour vous montrer donc, la place du Berlinart, de l'assistance, ventriculaire de longue durée qui permet donc d'avoir une survie aussi bonne que les patients qui est en attente non assistée puisqu'en fait, comme je vous ai dit, hein, ça permet d'une récupération des dysfonctions d'organes, de réhabiliter, l'enfant sur le plan nutritionnel et musculaire, ce qui est pas le cas, en fait, chez ces patients qui sont sous assistance avec une mortalité qui est plus importante en post-opératoire de la transplantation cardiaque. Là, pareil, donc c'était pour montrer donc au niveau international, l'amélioration de la survie à long terme de la transplantation en fonction des périodes. Le management du receveur. Donc, on va avoir des patients qui sont en insuffisance cardiaque, qui ont des périodes d'attente longues. On peut avoir recours donc pendant cette période d'attente, comme je vous l'ai dit, à un traitement inotrope ou à de l'assistance circulatoire ventriculaire et à des patients sous ventilation, ce qui va donc compliquer la prise en charge de ces patients, le post-opératoire pardon, de la transplantation cardiaque. On va être aussi face à des troubles du rythme qu'il faudra gérer. Comme je vous ai dit, un programme nutritionnel et une adaptation physique reste primordial et c'est vraiment la chose à optimiser afin donc d'améliorer les résultats post-opératoires. Il ne faudra pas oublier la gestion psychologique du patient et des parents. Les préventions donc des complications thrombo-veineuses et pour nous, les anesthésistes, les interactions, des drogues, de nos produits anesthésiants avec, le traitement, du patient. Donc il y aura l'évaluation, préopératoire qui sera importante pour pouvoir, établir la stratégie, périopératoire. Donc tout dépendra en fait, évidemment du patient. Ben, soit il aura un débit, et un état hémodynamique conservé parce qu'il est sous assistance, circulatoire, soit le cas le plus fréquent, c'est qu'on sera face à un patient, donc l'exemple d'une cardiopathie, dilatée, avec une altération majeure de la contractilité et une diminution des forces et des vitesses de raccourcissement, qui feront qu'il faudra qu'on prenne en considération, cet état hémodynamique. Le cathétérisme cardiaque droit est essentiel pour, l'évaluation des résistances vasculaires pulmonaires. Je vous l'ai dit, hein, au-delà de 8 unités Wood, c'est une contre-indication. En dessous, ben, il va falloir, le savoir et l'anticiper et puis, avoir bien en tête les rapports QP-QS pour pouvoir après les respecter au moment donc, de l'anesthésie, du patient pour pas tout déséquilibrer. Dans cette évaluation aussi, préopératoire et ben, il va falloir évaluer le retentissement de l'insuffisance cardiaque, sur les autres organes, hein, comme je vous ai dit, hein, les défaillances d'organes. Donc l'anatrémie sera un bon niveau, d'information puisque l'hyponatrémie sera en corrélation avec l'importance de l'insuffisance cardiaque. L'altération de la fonction rénale secondaire à l'hypoperfusion ou à la congestion et de même, concernant le foie. Donc avoir tout ça en tête, notamment l'altération de la fonction hépatique, avec les risques hémorragiques périopératoires.
Je voulais vous faire un petit rappel, des la nouvelle, réglementation de l'attribution des greffons avec, donc le score national d'attribution des greffons cardiaques qui donc a été mis en place donc le 2 janvier 2018, qui permet donc de proposer des greffons par ordre décroissance d'un score national, qui permet aussi cette même attribution, de greffons en fonction des groupes sanguins, donc compatibles élargis pour la pédiatrie et compatibles restreints chez l'adulte et rentre également en compte, dans, l'algorithme, le la distance entre le donneur et le receveur et si cette distance est trop élevée, ça fera perdre donc des points, on favorisera donc, le receveur le plus proche par rapport au greffon. Donc, ce score national d'attribution des greffons cardiaques est calculé en plusieurs étapes. D'abord, il va falloir donc calculer l'index de risque cardiaque, l'ICAR, qui donc est compris entre 0 et 40 et prend en compte donc le fait que le patient ait une assistance circulatoire ou mécanique, le taux de BNP ou de NT-proBNP, le débit de filtration glomérulaire avec donc par rapport à la créatinine et la bilirubine totale. À partir donc de ce score, va être prendre en compte donc va permettre de d'établir un score composite, pour, le patient. Excuse-moi, Karine, est-ce que Kaoula Nasser peut couper son micro parce que j'ai l'impression que parle en même temps. Merci beaucoup. Désolé, Karine. Je t'en prie, Pierre. Donc j'en étais donc au score cardiaque, composite, donc avec les différents donc niveaux, du score, qui va pouvoir donc classer le patient, par rapport aux autres. Donc il y aura donc la composante pédiatrique standard pour tous les patients de moins de 18 ans, non compliqués, qui donc attribue donc aux patients des points entre 776 et 825 points. Ce nombre de points en fait permet aux patients pédiatriques non compliqués d'être avant donc les, patients en attente adultes de plus de 18 ans. Ensuite, va venir, des composantes expertes qui vont prioriser, donner, plus de points donc aux patients en fonction de leur gravité avec un niveau 2, qui est un peu moins grave et un niveau 1 pour pouvoir, ensuite accéder plus rapidement, au greffon cardiaque. Vont être ensuite, attribués des filtres. Comme je vous ai dit, donc il y aura la différence entre l'âge du donneur et du receveur, le groupe sanguin qui est assez élargi pour, tout ce qui est pédiatrique moins de 18 ans. Évidemment, la morphologie donneur-receveur, mais ça sera en fonction donc, des considérations de chaque équipe et avec tous ces filtres, on va pouvoir avoir donc, un score, final qui peut aller jusqu'à 1 151 points. Maintenant concernant le donneur, pour la sélection du donneur, le critère majeur, ça va être, en fait, le critère majeur, c'est que le cœur du donneur, il doit rentrer dans le receveur. Donc, ça nous permet, en fait, d'avoir des choix qui sont un peu variables entre 80 et 200 en plus. Faut garder en tête qu'un petit qui a une cardiopathie restrictive, qui s'est pas dilatée et ben, on va pas pouvoir sursizer au niveau du poids. Il va falloir qu'on soit le plus fidèle possible et que ça rentre, alors qu'un enfant qui a une cardiopathie dilatée avec un ventricule qui s'est, énormément dilaté, va nous permettre d'avoir plus de choix et de pouvoir, s'accorder à mettre donc, à choisir un donneur avec un poids largement supérieur, voire 200 à 300 au-dessus. Donc, ces choix sont vraiment donc, heu, conditionnés, un par la cavité, on va dire, médiastinale, mais aussi les résistances pulmonaires, chez, le receveur. Un patient qui a des résistances pulmonaires qui sont élevées, il va falloir en fait lui mettre un cœur qui est un peu sursizé, si c'est possible par rapport, à ce qui est réalisable dans la cavité cardiaque, pour que le greffon cardiaque puisse pousser contre, ces résistances pulmonaires qui sont augmentées. Donc voilà. Après donc, c'est au choix de chaque équipe de de choisir donc, le donneur, sachant qu'il faut quand même pouvoir refermer le receveur. Concernant après l'âge du donneur, on va éviter donc de prendre des donneurs trop âgés, hein, au-delà de 50 ans quand on est vraiment obligé parce que l'enfant est vraiment dans un état critique et que ça rentre ou un jeune adulte, genre 16-17 ans garçon, on va quand même falloir qu'on demande une coronarographie. Après donc ce cœur il devra être performant et ayant pas trop souffert, avant donc le passage de la mort encéphalique, donc une troponine inférieure à 5 fois la normale avec, l'utilisation de faibles doses d'inotropes.
à l'ETT d'évaluation, chez le donneur, avoir une fonction VG conservée et puis je vous parlais aussi également de cette, distance entre donneur-receveur, faire en sorte que, au maximum qu'il y ait moins de 4 heures d'ischémie froide pour éviter les défaillances, primaires du greffon. Donc, le prélèvement, souvent, on va avoir affaire à des prélèvements multi-organes. Il va falloir donc, avec des prélèvements pulmonaires qui peuvent être associés, fait donc par des chirurgiens expérimentés. Ce chirurgien devra avoir bien en tête, le dossier donc du receveur, puisque en fonction de sa pathologie initiale, de sa cardiopathie, initiale, il faudra il doit savoir s'il doit prendre de la veine cave un peu plus ou de la bifurcation, pulmonaire ou des veines pulmonaires pour pouvoir faire la reconstruction. Raison pour laquelle ça doit être fait par des chirurgiens expérimentés. Une fois sur place, il y aura l'évaluation finale, donc il devra apprécier donc, ce cœur, qui est encore donc chez le donneur. En fonction donc, de la dose inotrope, du remplissage, prendre une mesure donc, de la POG pour, avoir, la performance, au mieux, ventriculaire gauche et puis après donc, réaliser donc, la cardioprotection avec donc, les différents, produits, autorisés donc sur le marché, donc, soit le Celsior ou le Custodiol. Donc, côté receveur, donc, on a l'appel, le greffon, donc les chirurgiens sont partis, chercher le greffon. Il va falloir, donc endormir le receveur. Ça sera toujours dans un contexte d'urgence, hein, des interventions qui sont non programmées et le jeûne sera souvent non respecté. En plus, on a un enfant ou un jeune adulte, avec, un bas débit, avec, des gastroparésies donc, faut tout le temps donc les considérer, quoi qu'il arrive, comme estomac plein pour, l'induction au niveau, anesthésique. Attention au risque de troubles du rythme, surtout si on a des troubles ioniques et les situations donc, qui doivent vraiment attirer notre attention, c'est, lorsque à cause donc de l'hypoperfusion, périphérique, on a un enfant qui est hyperlactique, donc attention, à la décompensation au moment d'induction. Tout ce qui est trouble du rythme persistant et les tableaux en fait d'œdème pulmonaire, hypoxémant liant donc à la surcharge qui peuvent donc être déstabilisés, lors de l'induction, de l'enfant sur la table au bloc opératoire. Le monitorage sera très exhaustif, hein, donc ECG 5 branches, donc une artère sanglante, radiale ou fémorale, un cathé, donc une voie veineuse centrale, si possible avec une SVO2, qui permettra donc, de mettre les catécholamines à la fin de l'intervention pour pouvoir permettre au greffon, cardiaque de, s'adapter, de mesurer, la PVC et de passer donc, les premiers traitements immunosuppresseurs pour éviter le rejet. Donc évidemment une SPO2, température, sonde vésicale, le TO indispensable et on va revenir dessus, pour, les raisons donc de ce monitorage. Donc, plusieurs tableaux chez nos enfants, soit le débit cardiaque est normal ou légèrement diminué parce qu'il est sous assistance cardiaque, soit on a une situation où, les performances, du VG sont altérées avec, des volumes télédiastoliques qui seront augmentés et une diminution de la contractilité. Donc, une induction qui sera un peu plus, subtile et plus sujette à une instabilité hémodynamique, contrairement à l'enfant qui est sous ECMO ou sous, Berlinart. Il va falloir donc, chez cet enfant, surtout si, on a donc un enfant, avec une cardiopathie dilatée, insuffisance cardiaque avancée, donc qui attend sa transplantation cardiaque, respecter, les paramètres donc, d'équilibre, c'est-à-dire la fréquence cardiaque rester le plus stable possible, éviter, tout ce qui peut augmenter les résistances vasculaires pulmonaires telles que l'hypercapnie, l'hypoxie, l'hypothermie, pour éviter donc, les risques d'arrêt cardiaque lors de l'induction. Donc, le principe de l'anesthésie, hein, c'est d'être le plus doux possible. Donc, je vous rappelle le risque d'inhalation puisqu'ils sont rarement estomac plein ou sinon ils ont un transit qui est relativement lent, donc on les considère comme estomac plein, donc manœuvre de Selick. Une induction lente qui doit donc éviter, toutes les instabilités hémodynamiques, donc attention aux effets inotropes négatifs
du propofol. Donc l'intérêt de l'éthomidate ou du midazolam pour pouvoir induire ces enfants afin de respecter donc le débit cardiaque. On doit donc optimiser au plus, la volémie sans les mettre en surcharge et puis, voyez le petit clin d'œil de nos petits patients, multi-opérés avec des voies artérielles et veineuses, qui sont, difficiles, d'abord et qui peuvent donc, rendre, le début de l'intervention un peu plus difficile. Je vous rappelle aussi donc, la nécessité donc, d'éviter, l'augmentation des résistances vasculaires pulmonaires et le fait d'avoir une bouteille de Héno en salle peut être, très utile. Les particularités donc, physiopathologiques du cœur transplanté, donc je vous en fais un rappel, c'est un cœur qui sera dénervé. Donc, tous les mécanismes de régulation liés au système nerveux autonome disparaissent. On n'a pas de baroréflexe. Donc, lorsqu'on utilisera des médicaments qui seront vasodilatateurs, on aura donc une hypotension artérielle qui sera plus marquée puisqu'il n'y aura pas la tachycardie réflexe. Donc attention à tout ce qui est vasodilatateur. Il y aura, une inefficacité donc, de tous les médicaments agissant sur le système neurovégétatif, tels que l'atropine ou les anticholinergiques. Et on a une disparition donc du tonus parasympathique avec donc une fréquence cardiaque de repos qui sera plus élevée. On aura également, surtout au moment de la transplantation, un cœur qui sera altéré. Donc, le donneur est passé donc en mort encéphalique avec l'orage catécholinergique, ce qui va donc augmenter chez le donneur donc une élévation importante des taux plasmatiques d'adrénaline, qui aura pour conséquence donc d'augmenter la consommation en oxygène myocardique avec des risques d'ischémie myocardique. Donc, première cause et source d'altération donc de ce cœur avec une augmentation de la consommation en oxygène. On peut être aussi confronté à un choc hypovolémique lors du prélèvement avec soit un défaut de compensation du diabète insipide lors du passage en mort encéphalique ou un syndrome hémorragique lors du prélèvement. Donc, des situations aussi qui vont mettre en souffrance ce greffon cardiaque. Et puis donc la dernière cause et qui peut altérer vraiment le fonctionnement du greffon, c'est donc une protection myocardique qui ne serait pas optimale, plus donc une durée, d'ischémie prolongée avec donc des risques de défaillance biventriculaire. Donc le TO en périopératoire est essentiel. Donc, ça va nous, assurer donc de la bonne qualité, du débulage en fin de CEC. Ça va nous permettre donc, d'avoir une évaluation, du VD et voir comment ce VD s'adapte à ces nouvelles conditions de charge. Je vous rappelle que ce cœur a bénéficié donc, a subi plutôt une ischémie, donc, avec une dette en énergétique, donc il est plus fragile. En plus, il suffit que le receveur ait, des pressions, pulmonaires un peu plus élevées, ce VD, donc il va falloir qu'il s'adapte à une post-charge élevée alors qu'il a puisé donc dans ses réserves énergétiques. Donc, ça peut être des situations où il va se dilater et se mettre en défaillance. Donc, le TO est essentiel pour voir vraiment, la réaction donc, du ventricule droit lors du sevrage de la CEC. Ça va nous permettre aussi le TO de vérifier les sutures au niveau de l'OG et puis, d'apprécier finalement donc les performances globales du greffon, que ça soit à droite ou à gauche. Donc, le sevrage de la CEC donc, va être dépendant de la qualité du greffon et cette qualité du greffon, ben, dépend de ce qui s'est passé avant le prélèvement, comme je vous l'ai dit, par rapport à l'orage catécholinergique chez le donneur, le prélèvement en lui-même, s'il a souffert, d'un choc, hémorragique ou d'une hypovolémie, non compensée et la qualité de la conservation avec, la perfusion donc, de la cardioplégie et la qualité du transport. Ensuite, comme j'arrête pas de le répéter en fait, ben, ces pressions, pulmonaires, comment elles sont et si elles étaient importantes, avant l'intervention, on risque donc, d'avoir, des problèmes de sevrage sur la défaillance du ventricule droit. Donc, le monitorage, préopératoire qui était très exhaustif est vraiment important à mettre en place et pendant la CEC donc, de demander au chirurgien donc, de mettre un cathé AP d'un cathé OG. On aura déjà eu notre PVC avec notre VVC SVO2 pour pouvoir évaluer donc les conditions hémodynamiques, une surveillance de la lactatémie, de la troponine,
avec l'échographie pour pouvoir vraiment optimiser au mieux les conditions de sevrage de la CEC. Il y aura un intérêt donc également à l'ultrafiltration pour pouvoir donc bien équilibrer la volémie et surtout essayer donc de limiter l'œdème myocardique, hein, avec l'ischémie-reperfusion et le stress oxydatif, il va y avoir de l'œdème. Cet œdème va altérer le fonctionnement du greffon et il est important donc d'ultrafiltrer pendant l'intervention pour pouvoir donc limiter cet œdème et favoriser donc les conditions de sevrage de la CEC. Donc le sevrage de la CEC, donc les moments clés, comme je vous ai dit, donc ça va être, la qualité du greffon et pour pouvoir avoir une notion de cette qualité du greffon, le dosage, qu'on doit faire au moment du déclampage et le dosage de la troponine pour pouvoir donc avoir à peu près une idée de comment le greffon a supporté donc le prélèvement, la conservation et l'ischémie-reperfusion. Donc plus la troponine du déclampage sera élevée, plus on aura eu donc un greffon cardiaque qui aura souffert avec des risques de défaillance primaire du greffon et un sevrage de la CEC qui sera compliqué. Ce sevrage de la CEC doit être progressif, doux. Euh, il ne faut pas, dès que le chirurgien a fini de suturer et qu'on est en CEC, il ne faut absolument pas d'emblée, en fait, dégainer nos catécholamines. Donc, le greffon a été dans sa petite boîte au froid, il a épuisé ses stocks d'ATP, donc il est important de faire une CEC d'assistance, histoire que le greffon cardiaque puisse récupérer et refaire ses stocks d'ATP et pas tout de suite le fouetter avec notre chorotrope, notre adhéré, alors qu'il n'aura pas ce qu'il faut pour pouvoir encaisser tout ça. Donc, CEC d'assistance, sevrage progressif. Donc, une fois qu'on aura donc diminué progressivement donc, les débits de la CEC, on pourra introduire doucement nos catécholamines pour pouvoir donc après évaluer les performances du greffon. On peut avoir donc, et on le reverra donc au niveau des complications, donc des blocs jonctionnels ou des troubles ou des BAV. Donc la place de l'Ésuprel dans certains centres pour pouvoir lutter contre ces troubles de la conduction. Nous, à Bordeaux, on sera plutôt sur un traitement électrosystolique pour pouvoir donc ne pas rajouter une consommation d'oxygène d'oxygène par le myocarde, par les Uprel, sur ce myocarde qui a déjà souffert. L'ENO indispensable pour pouvoir contrebalancer les résistances vasculaires pulmonaires élevées du receveur. Donc, si le sevrage est compliqué, on aura donc, comme je vous le mets sur la fin de cette diapositive, peut-être recours à l'assistance. Donc, on sèvre la CEC progressivement. On va pouvoir donc apprécier les fonctions droite ou gauche. Ce ventricule droit, est-ce qu'il arrive à s'adapter à ces nouvelles conditions de charge et surtout de postage? Est-ce que il se dilate pas trop? Est-ce que la contractilité est bien homogène? Et donc tout ça, ben voilà, il faut observer son patient. Donc regarder directement au niveau du thorax pour pouvoir apprécier donc le comportement donc des ventricules, le TO et notre monitorage. Si on a une défaillance biventriculaire, il ne faut pas hésiter à repartir en CEC, refaire une CEC d'assistance. Peut-être que voilà qu'on a été un peu trop rapide et que ce greffon a besoin d'un peu plus de temps. Voir donc à l'ETO s'il est très épais, très scintillant, ben, faire peut-être un peu plus d'ultrafiltration pour qu'il puisse mieux s'adapter aux conditions de charge avec des besoins en volume peu important. Donc voilà, il faut vraiment prendre son temps, ne pas être pressé. Et puis après, donc, ne pas hésiter à faire des cannulations, on va dire sélectives, OD, OG, pour pouvoir après tester individuellement les deux ventricules. Voilà, on peut avoir des défaillances qui sont uniquement droites ou uniquement gauche. Donc, évaluer les choses. Si on a une défaillance biventriculaire, ben, on mettra une ECMO OD aorte. En revanche, si c'est qu'un mono gauche, eh ben, ça sera une assistance OG aorte ou une défaillance mono droite, eh ben, on pourra sortir l'enfant avec une assistance ODAP. Les complications post-opératoires, donc celles qui nous obsèdent le plus et à laquelle on est le plus souvent confronté, reste la défaillance primaire du greffon. Ensuite, eh ben, tout ce qui est inadaptation entre la taille du greffon et le thorax du receveur.
Et puis après le reste, ça reste, voilà, des complications de la chirurgie, cardiaque standard, hein, l'embolie gazeuse, l'atteinte du nerf phrénique, les troubles du rythme, les hémorragies quand ce sont des rédux ou qui étaient sous AVK avec, un risque de saignement plus important, l'insuffisance rénale. À plus long terme, et là c'est un peu plus spécifique donc de la du contexte de transplantation cardiaque, ben, c'est le rejet, heu, les infections donc secondaires aux traitements immunosuppresseurs et la coronariopathie du greffon à, plus long terme. Donc là, je vous ai mis, au niveau donc de l'ISHLT, donc l'évolution et des complications dans le temps. Donc on voit que la défaillance du greffon est importante en post-greffe immédiat, dans les 30 premiers jours. Puis après donc il y a une amélioration sur la première année et ça augmente tranquillement avec le temps, avec le vieillissement du greffon. Concernant donc les rejets, myocardiques, avec nos traitements actuels, c'est moins quand même de 10. Et après, avec le temps, bah, c'est en fait les problèmes liés à l'observance, du traitement, chez nos jeunes. Les infections, c'est beaucoup au début, la première année, parce qu'on a un traitement immunosuppresseur qui est important et qui va diminuer dans le temps. Donc, ce sont des complications infectieuses qui restent là, mais qui sont moins parlantes au fur et à mesure du temps. Et en revanche, ce qui apparaît et qui continue à progresser avec les années, c'est, la coronaropathie du greffon, et les atteintes coronaires, liées au vieillissement et au rejet chronique du greffon. Donc la défaillance, primaire du greffon, donc c'est ce qu'on va pouvoir, rencontrer, précocement en périopératoire immédiat et souvent donc la première cause, ça peut être un défaut de remplissage parce que ce greffon, ce cœur qui a eu l'ischémie, reperfusion, l'œdème de reperfusion, a des troubles de la compliance qui imposent en fait, des pressions de remplissage qui sont plus élevées que la norme. Donc il ne faut pas hésiter à remplir nos patients tout en monitorant donc quand même les pressions pour pas passer donc du côté obscur de la force et être délétère. Ensuite, cette défaillance peut être secondaire à un défaut de protection myocardique, donc et là, on aura souvent quand même plus le cas d'une défaillance biventriculaire avec, comme je vous ai dit, hein, bah, on sort les catécholamines et on peut aller jusqu'à sortir notre patient, sous ECMO, le temps donc de la récupération. Et les défaillances monodroites, donc liées qui peuvent être liées à l'embolie gazeuse, hein. Bon alors là, le traitement va être facile, ça va être temporaire, on va améliorer notre purge et puis on va augmenter nos pressions de perfusion coronaire pour pouvoir donc bien, contrebalancer donc ces bulles au niveau de la coronaire droite. Mais la défaillance droite qu'on a le plus souvent et ben, c'est ce receveur avec des pressions et des, résistances vasculaires pulmonaires qui sont importantes, un greffon qui a du mal à s'adapter. Donc, on va optimiser les choses au mieux, en évitant tout ce qui est hypoxémie, hypercapnie, acidose, hypothermie et ben, si besoin, il va falloir, dégainer le lévosimonan et surtout le NO inhalé. Les troubles du rythme, bah oui, ça arrive. Donc, la fibrillation ventriculaire, le traitement sera standard, hein, choc électrique interne, en sortie donc, au moment du déclampage et on peut être donc, confronté à des, bradycardies jonctionnelles et là donc 2 prises en charge, sont possibles. Soit l'isoprénaline qui va donc, permettre donc, de récupérer un rythme, plus satisfaisant, mais avec, un coût en oxygène plus important puisque ça a un effet inotrope positif, chronotrope et normotrope négatif, mais une augmentation, de la consommation en oxygène et en ATP. Donc, c'est vrai que nous à Bordeaux, c'est pas l'option qu'on a choisie chez ce cœur qui a déjà donc subi donc son ischémie-reperfusion et sa dette, en O2. Donc on va plutôt faire un entraînement, auriculo-ventriculaire séquentiel pour, en plus améliorer le remplissage ventriculaire avec, en maintenant en fait notre systole auriculaire. Les hémorragies péri et post-opératoires, bon, on le connaît tous, hein, en chirurgie cardiaque avec ces patients qui sont, soit déjà sous anticoagulants, parce ils sont sous ECMO avec, de l'héparine ou un traitement par AVK au long cours. Donc on sait le gérer.
Les altérations donc de la fonction, hépatique, avec, donc ces troubles des facteurs de la coag et puis nos patients donc Redux, Tridux qui eux, vont vraiment saigner. Donc la stratégie est la même. On apporte, donc des produits sanguins antifibronélytiques. Je veux juste vous, pointer le fait que, pour la transfusion, il est essentiel de commander des, produits qui sont hépatite E négatifs et donc dans la mesure du possible, ça dépend des centres, des produits, déleucocytés et irradiés. Le rejet, bah oui, on a un donneur et un receveur de typage HLA donc différents. Donc il va falloir, prévenir le rejet par des traitements immunosuppresseurs puisque donc ces rejets, bah, ils sont pas négligés, hein. Il y a quand même, 14 de rejets graves avec instabilité hémodynamique dans les premiers mois post-transplantation avec 9 vers quoi, presque 10 de décès, sur le nombre total des patients. Donc c'est vraiment, important et puis, attention aussi aux rejets humoraux avec ces patients qui ont déjà été transfusés en pré-transplantation avec donc le développement d'anticorps anti-HLA et donc ce qui favorise, les risques de rejets humoraux. Donc, pour, donc éviter le rejet, donc il y a des protocoles d'immunosuppression avec donc une phase initiale qui est l'induction. Alors tout le monde ne fait pas d'induction, d'immunosuppression, au monde. Donc là, je vous ai donné les registres, les données de l'ISHLT et en fait, il y a que 70 des greffes pédiatriques qui bénéficient d'une induction immunosuppressive. Donc cette induction repose sur, plusieurs produits plusieurs, donc médicaments. Donc le sérum anti-lymphocytaire de lapin, donc la thymoglobuline, ou des anticorps monoclonaux anti-IL-2, le Simulect, et le tout associé à une corticothérapie, à forte dose. Ensuite, il va falloir cette immunosuppression l'entretenir et ben, le médicament et la classe thérapeutique phare sur laquelle repose ce maintien de l'immunosuppression reste les anticalcinurénes avec la cyclosporine ou le tacrolimus. À cela, on va associer des corticoïdes qui seront donc en fonction de l'âge et du statut, du statut saturo-pondéral de l'enfant, donc maintenu soit 1 an ou un peu plus s'il a fait des rejets. Le but étant quand même de les faire grandir, ces petits, donc la corticothérapie ne sera pas forcément prolongée très longtemps. En revanche, on associera donc des antiprolifératifs, donc tels que le mycophénolate ou l'azotioprine. Donc le rejet, oui, il faut y penser, mais ça arrive rarement avant les 7 à 10 premiers jours de la transplantation parce que souvent on a fait une induction. Les signes d'alerte, ben, il y a tout et son contraire. Donc effectivement, donc une fièvre, inexpliquée, même modérée, doit faire penser à un rejet. Les troubles digestifs. Après, donc lorsqu'on a une tachycardie, le galop et des signes, d'insuffisance ventriculaire droite, c'est qu'il est très fort et le plus souvent, ça sera sur les modifications, une réascension du BNP ou de la troponine. Donc, en post-opératoire, le BNP et la tropo doivent, juste diminuer, continuellement. S'il y a une réascension, des 2 sans forcément altération donc de la fonction rénale, se méfier donc du rejet et ne pas hésiter donc, à faire une échographie pour pouvoir caractériser les choses et selon les centres, réaliser une biopsie, myocardique. Le traitement va reposer sur donc une corticothérapie à forte dose. Si l'enfant est sous, cyclosporine, on le switchera par, tacrolimus et si, on est vraiment face à un rejet qui est cortico-résistant, on n'hésitera pas à refaire une dose de thymoglobuline. Qui dit, immunosuppression dit risque d'infection, donc les patients, transplantés sont, bah, extrêmement vulnérables aux infections nosocomiales et opportunistes, donc surtout donc les 3 premiers mois, hein, où on est vraiment très fort en immunosuppression et c'est pas négligé puisqu'il y a quand même un taux de mortalité, aux alentours de 12. Donc nos stratégies, anti-infectieuses, ça va être de la prévention, donc la prévention du CMV, on déteste le CMV, parce que, heu ça fait des maladies SNV qui sont assez fortes en post-greffe immédiat et en plus le CMV adore attaquer notre greffon et être le lit, des coronaropathies du greffon. Donc on va surveiller le CMV, tout ce qui est candidat, on va faire des prélèvements systématiques, régulières pour culture.
On va pas hésiter à changer les cathétérismes. On fera des PCR virales de surveillance. Je vous rappelle que les sérologies sont inutiles, hein. Le patient il est sous immunosuppression à forte dose, il va pas faire d'anticorps, il va pas faire de séroconversion, donc il va falloir, chercher la réplication virale par, PCR et pour le protéger au mieux, ben, il sera isolé, pour pouvoir donc éviter les risques infectieux. Donc les traitements anti-infectieux, donc en, opératoire, on va miser, en fonction donc de l'histoire, du patient et des habitudes, du service, soit sur des céphalosporines de deuxième génération ou la vancomycine. Je vous ai dit qu'on avait une hantise du CMV, donc on va faire une prévention CMV, systématique. Donc soit, le patient est CMV, nègre et il reçoit un greffon CMV+, ben là, c'est sûr qu'il va faire sa maladie à CMV. Donc là, on fera un traitement, on va dire curatif par Simévan, IV, avec un relais, Péros dès que la Péros est possible par Ovalcite. Le tout donc pendant 3 semaines de traitement curatif et puis après avec un relais pendant, d'un traitement préventif. Selon les centres, la prévention CMV, varie entre 3 et 6 mois. Nous, on est plutôt à 9 mois à Bordeaux. Donc, là, il y aura aussi la prévention de la pneumocystose et la toxoplasmose par le Bactrim. Après, de toutes les infections donc, mycotiques avec une décontamination digestive qu'on va garder pendant les 3 premiers mois par la fongisone avec une cuillère, café par jour. Et puis en cas d'infection donc, fongique, on aura, donc, on sortira, soit l'ambisome, soit le triflucan, puisque ça reste donc des causes, comme vous voyez sur cette diapositive, de mortalité importante. Face à une aspergillose, ben, vous voyez que la survie, elle est vraiment, pas très bonne. On est moins inquiet sur le candidat, mais donc, on va vraiment, pas hésiter à traiter vite et fort. L'insuffisance rénale, ben oui, on connaît, ben 1 à cause du bas débit cardiaque, et de Serin qui a souffert, de l'insuffisance cardiaque. 2, la cyclosporine qui est néphrotoxique en induisant donc une vasoconstriction artérielle pré-rénale et en diminuant donc, le débit urinaire. Après tous les médicaments qu'on va utiliser en périopératoire, que ça soit donc nos aminoglycosides, l'amphotericine B, nos diurétiques de Lens, ben oui, ça va altérer cette fonction rénale. Donc, il va falloir, ben, par moment, on peut avoir recours à l'expiration extrarénale ou sinon on peut, différer donc, l'introduction de la cyclosporine ou de la tacrolimus, en poursuivant donc, la thymoglobuline afin d'essayer d'être moins néphrotoxique. La nutrition, important, plus, plus, plus. On a des patients qui étaient insuffisants cardiaques, donc souvent dénutris. On va donc, augmenter le catabolisme, général par l'intervention, nos traitements immunosuppresseurs et surtout la corticothérapie. Donc, ça va être des risques d'augmentation d'infectieux, si on a une nutrition insuffisante. Une prolongation de la ventilation artificielle, par cette, dénutrition et des retards de cicatrisation. Donc il est essentiel d'optimiser donc les patients sur le plan nutritionnel. Les troubles neurologiques, ah oui, on peut donc amener, à avoir en post-opératoire, même immédiat, de la transplantation des troubles neuro, notamment donc, sous crise de convulsions, chez les patients. Donc, la première chose qu'il va falloir éliminer, c'est un PRES syndrome, hein, face à une convulsion. Après, la cause la plus courante, et la plus facile à traiter, donc, c'est, l'hypomagnésémie, hein. Les traitements immunosuppresseurs consomment le magnésium et faut donc pas hésiter à supplémenter, les enfants en magnésium. Après, ça peut être, les convulsions peuvent être, révélatrices d'atteinte vasculaire, cérébrale ou, d'encéphalopathie, hypoxique, d'où l'intérêt de la NIRS opératoire. Ensuite, on peut avoir en post-op immédiat, et de manière assez fréquente en fait, des troubles du comportement, surtout de l'agressivité, liée donc à la corticothérapie à forte dose, mais aussi à des états dépressifs et là, faut prévenir les parents. En fait, c'est normal. Donc une fois qu'on leur dit et qu'ils sont confrontés donc à ce syndrome dépressif, ça les rassure un petit peu, mais il va falloir quand même prendre en charge cet état donc, psychologique avec des anxiolytiques et une prise en charge avec la psychologue du service pour pouvoir, passer cette phase.
La coronaropathie du greffon. Alors que donc, il s'agit donc de lésions obstructives, prolifératives des parois artérielles, hein. Ça n'a rien à voir avec, de l'athérosclérose qu'on peut avoir, en cardiopathie acquise. C'est une forme donc de rejet chronique, c'est évolutif. Une fois que ça apparaît, en fait, il y a vraiment pas de traitement curatif en dehors de la retransplantation. Il y a un rôle qui est important donc, du CMV comme je vous l'ai dit, précédemment. Donc c'est pour ça que c'est une hantise et c'est un diagnostic qui est quand même assez, lourd de conséquences, en fait. Donc actuellement, 22 des enfants greffés avant l'âge de 1 an développent une, cardiopathie acquise du greffon, au bout de 9 ans. Là, je vous ai mis les différents pourcentages en fonction de l'âge, mais ce qui est surtout important à retenir, c'est qu'une fois que c'est diagnostiqué, en fait, la survie du greffon à 2 ans est de 60 et à 5 ans est de 50. Donc il y a vraiment un risque important de perte du greffon. Donc le traitement, comme je vous l'ai dit, donc il y en a pas, c'est la retransplantation, mais on va essayer en fait, surtout de faire de la prévention en contrôlant au maximum, en fait, les réplications, CMV, et puis en contrôlant donc, les risques cardiovasculaires, tels que donc, le diabète, la tension, les dyslipidémies qui, peuvent quand même, accélérer, les, coronaropathies du greffon. Donc, concernant les tumeurs, ben, au long terme, nous sommes confrontés, à des problèmes, néoplasiques et notamment la première cause, c'est les lymphomes qui peuvent ou pas être EBV induits et ça lié en fait, à l'immunosuppression. Donc, c'est la première cause. La mortalité liée à ces maladies, lymphoprolifératives est quand même de 3 des patients transplantés à 5 ans et donc le traitement va être, la première chose à faire, c'est évidemment de réduire l'immunosuppression puisque c'est des cancers les lymphomes sont directement liés à la sévérité de l'immunosuppression, donc on va lever le pied. Puis après donc, il y aura donc, l'utilisation de rituximab, plus ou moins associée à de la radiothérapie. C'était pou donc cette diapositive pour vous dire qu'actuellement donc, au niveau national, on a une cohorte de 150 enfants, moins de 18 ans donc, suivis, heu, au décours d'une transplantation cardiaque, avec une vingtaine, au niveau de notre région et que ces patients, bah, ils vont grandir et ils vont être, confrontés à la nécessité éventuelle, d'avoir des interventions non cardiaques, que ça soit les végétations ou une appendicectomie et donc au niveau de l'anesthésie, il y aura quand même, des notions à apporter à nos collègues qui vont endormir les patients ou les opérer, pour des, causes non cardiaques. Le message primordial à faire passer avant tout, c'est qu'on n'interrompt jamais le traitement immunosuppresseur sous aucun prétexte. Donc, il doit être donné le matin et le soir, soit en péros ou sinon faire un relais IV si c'est compliqué en fonction de l'intervention en post-opératoire. Ça, c'est vraiment, essentiel. Les risques de rejet seraient trop importants. Ensuite, pour les patients qui ont une corticothérapie au long cours, ne pas oublier donc, la prévention de l'insuffisance surrénalienne. Concernant donc l'antibioprophylaxie liée à la chirurgie, et ben, les recommandations restent les mêmes. Bah, comme je vous l'ai dit, précédemment, c'est un cœur qui est dénervé et qui est altéré. Donc, ben, les consignes à transmettre à notre collègue anesthésiste, non cardiaque, ben, c'est de dire, attention à la vasoplégie avec, l'absence de baroréflexe. Donc, optimiser donc, la volémie pour que ça soit donc, le plus doux possible et puis donc, plutôt, faire attention donc, à tout ce qui est, inotrope négatif et vasodilatateur et rappeler, que c'est un cœur dénervé et que, l'atropine n'a pas d'effet. Donc au final, on a, la possibilité donc de transplanter les patients, atteints d'insuffisance cardiaque avancée. En revanche, les donneurs sont rares, d'où la nécessité en fait de développer donc des techniques d'assistance circulatoire ou ventriculaire pour faire face à ces délais d'attente qui sont longs. Malgré tout, on a quand même, des décès, fréquents sur la liste d'attente, que la transplantation cardiaque est réservée à des centres agréés et habitués et c'est une prise en charge qui est multidisciplinaire, qui repose sur des staffs pour prendre la décision, du projet thérapeutique et de l'inscription sur la liste d'attente. La stratégie du choix du greffon en fonction, comme je vous ai dit, ben,
du poids, de la taille, de la cavité, médiastinale, de la réparation qui a déjà été faite, en cas de cardiopathie congénitale. Faut-il prendre de la veine cave, de la bifurcation pulmonaire qui ferait qu'en ce cas-là, on ne peut pas être associé à un prélèvement pulmonaire pour un muco en même temps. Donc voilà, ça se réfléchit en amont. Comme pour la stratégie d'immunosuppression, cet enfant, il a déjà été opéré, 2 ou 3 fois, transfusé, il est immunisé, bah, est-ce qu'il ne faut pas faire un protocole de désimmunisation avant? Est-ce que, en fait, il ne faut pas en post-opératoire, immédiat, optimiser donc les doses de thymoglobuline, taper un peu plus fort ou un peu plus longtemps en fonction donc de son statut immunologique? Donc, je vous remercie pour votre attention et je suis, prête à répondre à vos questions. Alors maintenant, j'espère que je ne vais pas vous perdre parce que j'ai tout perdu là. Vous m'entendez ou pas? Ouais, ouais, on t'entend, Karine. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, il y avait quelques questions dans le chat. Alors là, je vois plus rien, hein. Donc, Je te fais vas-y, dis-moi les questions parce que j'ai perdu les participants, j'ai perdu les images, j'ai tout perdu. ah bah attends, moi je vais te poser les questions qu'il y avait. La première question, je pense que c'était l'indication, savoir s'il y avait des indications de greffe éventuellement en cas de syndrome polymalformatisme complexe associé. Est-ce Le cardio que le cardiopathie congénitale oui, alors, s'il y a un poly syndrome polymalformatif associé, est-ce que ça peut être une contre-indication à la greffe? Je pense que ça doit être ça la question. bah, après tout dépendra de l'évaluation de l'enfant. Ça peut être une indication comme une contre-indication donc, c'est une réponse un peu bâtarde, je suis désolée, mais ça dépend c'est au Ouais, cas non, c'est un par petit cas. peu ouais, c'est un petit peu au cas par cas, effectivement, c'est une discussion entre les différents. Voilà, c'est pour ça qu'il faut que c'est un staff, multidisciplinaire, chaque cas est unique, donc tout dépendra donc du syndrome, malformatif. Exactement. Alors, deuxième question, est-ce que le rejet précoce peut être humoral? Tout à fait, le rejet précoce peut être humoral, chez ces patients qui sont hyper immunisés parce qu'ils ont déjà été, opérés avant et comme je vous ai dit, donc on fait systématiquement un dosage des anticorps, anti-HLA et là, actuellement, sur ma liste d'attente, j'ai une patiente, en fait, qui est extrêmement immunisée avec un taux, de greffon incompatible au niveau donc des donneurs français de 99, donc peu accessible à la greffe. Donc si cette patiente, bon là, va rentrer dans un programme de désimmunisation, on va voir, si elle répond ou pas. Si cette patiente, je la greffe, elle me fera un rejet humoral précoce et c'est évident. Donc c'est pour ça que donc l'évaluation immunologique, du patient en pré-greffe est essentielle et importante pour pouvoir, choisir les bons greffons et anticiper, les programmes de désimmunisation si besoin. Super, merci. Alors, encore deux questions. Est-ce que le cœur peut se renerver? Comment on le diagnostique? Quelle est la fréquence? Quel est le délai? Alors, le cœur peut se rénerver. C'est très variable, donc il y a pas de publication, hein, sur ça. Moi, je le vois juste, sur, quoi, c'est une expérience personnelle, hein. Je fais également donc le suivi des transplantés cardiaques adultes chez lesquels je fais des biopsies régulièrement et certains donc sont capables de me dire à quel moment, avec ma pince à biopsie, je prends un morceau parce qu'ils le ressentent, parce que leur cœur est de nouveau innervé. Donc voilà, donc l'avantage quand même de ces cœurs énervés qui se réénervent, c'est que le patient, s'il fait un syndrome coronarien, il le sentira, ce qui est pas le cas. Faut pas oublier que donc, comme le greffon est censé être dénervé entièrement, la surveillance coronarienne, est importante chez ces patients parce que s'ils font un infarctus, normalement, ils le sentiront pas. Mais voilà, ça arrive, mais je peux pas vous dire la fréquence et les délais, c'est tellement variable d'un patient à l'autre, et je suis pas sûre qu'il y ait des études vraiment, là-dessus. Alors du coup, juste pour revenir à la question précédente là, par rapport au rejet moral et de la patiente dont tu parlais, du coup, la personne demande si il y a du coup une indication de plasmaphéresis d'emblée chez cette patiente, si jamais elle est greffée. L'indication, oui, c'est un programme de diminution avec, alors même de l'immunoabsorption, avec du rituximab donc voilà, oui, 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 oui. Donc Ok. ça, on le fait en pré-greffe. Et donc, dernière question, que pensez-vous de la rachianesthésie chez le greffé cardiaque? Alors, hors chirurgie, pour chirurgie non cardiaque. Je ne pense pas que ça soit une bonne idée, parce que donc comme je vous ai dit, ben, il y a pas le baroréflexe, à la vasodilatation, donc on va pas pouvoir forcément bien anticiper, la réaction du greffon, donc c'est variable, vraiment c'est variable. Moi je À éviter. Ouais, moi je le ferai pas. Je le ferai pas. Très bien.
Donc plutôt de la loco-régionale ou de l'AG, mais l'arachis-anesthésie, faut on peut, Très bien, bah on écoute, peut faire de mauvaises surprises. Voilà. Bah, écoute j'espère Karine, que merci c'était beaucoup assez pour clair. ce topo. Je crois que attendez, il y a une dernière question. Il y a eu des grossesses femmes greffées. Je ne comprends pas la question. Est-ce que Est-ce qu'il y a des femmes? Attends, non, je suis désolé. Est-ce que vous pouvez reformuler la question? Pour rebondir, c'est un peu pour rebondir sur la question de l'arachis, c'est est-ce qu'il y a eu donc des accouchements pour des femmes qui ont greffé cardiaque? J'imagine que oui. Et oui. donc, la place effectivement à ce moment-là de la péridurale. Ouais, alors la péridurale, c'est plus d'eau qu'une rachis. Donc là, j'ai autorisé. Donc j'ai eu 3 de mes patientes qui ont mis au monde des bébés, hein, tous par voie basse. Non, j'ai eu 2, oui. Et en fait, la péridurale, ça va, ça a été bien toléré avec une titration et vraiment un dosage, minutieux, plus que l'arachis-anesthésie. Bon, super. Je sais pas, j'espère que j'ai été plus claire, mais Et voilà. en centre Ok. spécialisé, c'est-à-dire que pas nécessairement dans un centre de chirurgie cardiaque, ça peut être fait Ah sur non, une. moi, elle a accouché à Bayonne, hein. Oui. Ouais, alors j'en ai une qui a accouché. Après alors ça dépendra des je suis désolée. Ah, c'est après Alors les. j'autorise des accouchements en centre périphérique, après ça dépendra des anesthésistes. Il y en a qui le sentent pas et qui ont pas envie. Donc du coup, ça a été fait, il y a certaines qui ont été fait au CHU. Après, c'est vrai que la grossesse chez la transplantée, alors cardiaque, hein, c'est la seule expérience que j'ai, il y a un risque un peu plus important donc de prééclampsie. Donc sur des procédés que j'ai plus en tête, de physiopathologiques et immunologiques, mais donc voilà, ça reste, ça reste une surveillance obstétricale qui est importante et puis dès qu'en fait on commence à avoir des altérations, de, un de la fonction, rénale, et le bilan qui se perturbe, c'est vrai que les centres, les envoient en grossesse pathologique au CHU. Super. Bah, écoute, merci beaucoup, Karine, pour tout pour le topo, pour toutes ces réponses à toutes les questions. Bah, je crois que ça conclut cette session du DU et le DU de manière générale. Donc, écoutez, j'espère que vous avez pu récupérer au cours de ce DU toutes les informations dont vous aviez besoin. Je ne sais pas s'il y avait des questions en particulier de manière générale sur le DU. A priori, pas de questions. Donc, écoutez, je vous souhaite un bon vendredi après-midi à tous, un bon week-end. Et Ouais, c'est un puis, week-end écoutez, prolongé normalement, donc